Bonjour, bienvenue pour ce grand débat du CIMI. Nous devrions être normalement le 9 décembre au Palais des Congrès pour le vrai CIMI, mais crise sanitaire oblige. On se retrouve dans nos studios pour parler de la 5e édition du Panorama de l'immobilier de la ville, réalisée par EY, la Fondation Palladio et modestement Businessimo qui est associé également à cette étude. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Stéphanie Ben-Simon, Head of Real Estate d'Ardian et également présidente du Cercle des femmes de l'immobilier. À votre gauche, Stéphanie Marc Lermite, associée chez EY, qui va nous parler plus spécifiquement de l'étude. Et puis, à ma droite, Bertrand Defedo, président de la Fondation Palladio. On va un tout petit peu échanger pendant une demi-heure sur les grands enseignements de cette 5e édition du Panorama de l'immobilier de la ville. Je reviens d'abord vers vous, Marc. Que retenir de cette 5e édition? Et puis, ma première question, c'est est-ce que l'immobilier est-il immunisé contre la crise? Alors, il ne l'est pas. Il l'est pas. Ce qu'on a constaté, d'abord, je voudrais dire, Gaël, ce qu'on a constaté, c'est une énorme mobilisation dans cette enquête. C'est une enquête, on interroge 900 personnes, on réunit toutes les organisations professionnelles, beaucoup de dirigeants du secteur, et ils se sont énormément mobilisés dans une année où ils avaient peut-être autre chose à faire. Moi, c'est ce que je retiens d'abord, les 8 secteurs, les 100 métiers, donc la centaine de personnes on a pu rencontrer, au-delà de l'enquête très nombreuse, plus nombreuse même que les années précédentes. Premier élément, le thermomètre, le baromètre de l'industrie de l'immobilier de la ville, il est un peu moins négatif que celui de l'économie française. Moins 8,3%, c'est la décroissance en 2020 par rapport à 2019 du secteur dans son ensemble, avec bien sûr des variations très importantes. Donc il n'est pas immunisé, puisqu'il chute même assez fortement, mais il chute moins fortement que le reste de l'économie française, et évidemment beaucoup moins fortement que le tourisme, une partie du commerce. On en reparlera sans doute. Et est-ce qu'il y a des impacts quand même sur les dynamiques de croissance? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, des segments de marché? Je crois qu'il y a à peu près une centaine de métiers. Il y a 8 grands secteurs d'activité dans cette filière. Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs beaucoup plus résilients ou résistants? Je ne sais jamais quel est le bon terme. Oui, alors il y a des actifs qui sont beaucoup plus touchés parce que le confinement, parce que les couvre-feux, parce que l'arrêt de l'activité, l'imposition du télétravail qui n'est pas généralisée, qui concerne que 15 à 20% des salariés en France, il faut se le rappeler, mais tout ça, ça a pesé énormément sur le bureau, ça a pesé sur les actifs commerce, ça pèse un peu sur la logistique qui s'interroge aussi beaucoup sur la manière de servir aussi cette nouvelle grille commerciale. Ça touche aussi pas mal de métiers. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce sont les TPE du secteur qui souffrent. Il y a des géants dans le secteur, il y a des majors. On a même des très beaux fleurons français qui s'expriment à l'international. Mais ce sont les TPE, les entrepreneurs, commencer par les archis, qui souffrent le plus. Les sociétés d'expertise, d'ingénierie sont aussi beaucoup plus affectées que la moyenne du secteur. La construction, même si elle a réussi à rester active pendant le premier confinement et beaucoup plus pendant le deuxième, il y a quand même un certain nombre d'interrogations liées aux projets qui doivent se lancer, aux grands projets. L'effet municipal a été un deuxième effet, je dirais une deuxième lame assez importante aussi, assez importante. Et puis, du coup, la promotion, peut-être le troisième métier qui est affecté. Alors, il y a effectivement des secteurs qui s'en sortent peut-être un peu mieux. Stéphanie nous le dira si elle le ressent comme ça. L'investissement, il y a toujours une envie et un besoin d'investir en France, peut-être d'une manière différente, peut-être sur des critères différents, sur des actifs différents. Les investisseurs internationaux n'ont pas quitté la France non plus. Donc, on voit aussi que c'est une année qui, pour l'investissement notamment, est une année qui reste relativement active. Stéphanie, sur le côté investissement, vous partagez un petit peu cette photographie? Oui, tout à fait. C'est l'expérience qu'on a vécue avec nos partenaires, les constructeurs, etc. Et au niveau des investisseurs, effectivement, on a vu qu'il y a quand même un appétit pour certains types de produits ou de secteurs, notamment la logistique, notamment le résidentiel et notamment les bureaux de qualité. Voilà, des bureaux qui présentaient des critères à la fois de standards et à la fois de qualité de locataire. Donc le marché n'est pas complètement atone, même si sur un certain nombre de segments, on a vu les transactions complètement chuter. Donc nous-mêmes, on a réalisé des ventes pendant la période de confinement, d'ailleurs des ventes digitales pratiquement, puisqu'on a fait du diligence online, on a fait des signatures à distance, etc. Donc on a expérimenté un peu la technologie et son impact sur l'immobilier et de voir un peu comment on arrivait quand même à affronter cette période. Donc voilà, donc le marché ne s'est pas complètement arrêté.
Si on regarde l'emploi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même de ce choc, quand même, moins 8,3%, je crois que le PIB devrait être à moins 10, moins 11, on ne sait pas encore très bien, mais ce qui est juste des chiffres hallucinants, en fait, quand on prend un tout petit peu de recul. Est-ce qu'il y a eu un choc sur l'emploi également? Alors, il y a eu un premier choc sur l'emploi, je dirais qu'il est plutôt, et c'est d'ailleurs un vrai problème de la filière, un choc sur le recrutement, sur les nouveaux recrutements, sur les candidats, dans un certain nombre de grandes sociétés de conseil. EY, pour ne pas les nommer, c'est évidemment un stand-by de recrutement assez important, notamment sur les familles de l'immobilier, mais dans d'autres métiers, on est prudent. Pour nous, l'effet que les 900 dirigeants qu'on a interrogés nous donnent, la perspective, c'est plutôt 2021-2022, où là, on n'a pas encore d'informations sur des restructurations assez lourdes dans le secteur, mais évidemment un effet sur des non-remplacements de postes et peut-être un certain nombre de destructions d'emplois. Un quart des dirigeants, en gros, nous disent qu'ils vont réduire leurs effectifs jusqu'en 2022. Ce qui est important dans cette étude aussi, dans ce coup de sondage qu'on a mené en septembre-octobre, c'est l'effet, évidemment, retard qu'on voit d'ailleurs sur tous les secteurs. C'est presque banal de le dire maintenant, qui est plus seulement celui de 2020 et plus seulement celui de 2021, mais aussi celui de 2022. Avec quelques secteurs, quelques actifs, quelques types d'immobilier dans la ville très large qu'on est en train de regarder. La santé est très regardée par tous les métiers, s'interroger sur la nouvelle manière de produire de la santé, d'être dans une santé de proximité, peut-être un peu plus réactive et flexible, de s'adapter aussi aux besoins, vieillissement de la population. Il y a beaucoup de choses dans l'univers de la santé. Le logement, comme le disait Stéphanie, reste relativement actif avec l'interrogation que j'évoquais sur les municipales, sur la manière de produire ce logement, et puis un certain nombre d'autres activités qui sont relativement préservées. Bertrand, juste à ce stade sur l'emploi, est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme d'inquiétude chez les jeunes diplômés? Je sais que la Fondation Palladio accompagne notamment des jeunes diplômés, des jeunes boursiers. Est-ce que là on se dit c'est juste pas le moment d'arriver sur le marché de l'emploi? Oui et non. Ce que je pense, c'est que ce secteur, il a été quand même particulièrement actif dans la production d'emplois. Moi, il y a deux chiffres qui me frappent sur les années passées, c'est que on a bien mis en valeur que ce secteur de l'industrie de la ville faisait près de 11% de l'activité économique, ce qui est déjà considérable, mais il produit 20% des emplois. Vous voyez, c'est ces chiffres-là qui sont importants. Et donc, c'est un secteur qui attire, parce qu'on regarde quand même les statistiques. C'est vrai qu'il va y avoir forcément un coup d'arrêt, mais je pense que ce secteur, paradoxalement, il attire plus l'attention des jeunes qu'il y a quelques années. Il y a une prise de conscience de l'importance de la ville, de la diversité des métiers, de la richesse relationnelle qui se crée entre les différents métiers. C'est un métier où on s'occupe à la fois de mettre en valeur ses talents, ce qu'on a appris, et il y a une telle richesse relationnelle dans l'acte de construire que, au fond, on y trouve son compte à titre personnel et au titre de l'intérêt général. Et je pense que la recherche de sens, qui est très, très sensible, très marquée chez les jeunes aujourd'hui, elle trouve une juste réponse dans ces métiers de la ville. Et ça attire. Très bien. Juste une petite focale quand même sur le plan d'urgence, parce qu'avant le reconfinement, il y a eu un plan d'urgence. On se demande maintenant si c'est pas devenu un plan de sauvegarde. Quel est le regard un petit peu des dirigeants de la filière immobilière, Marc, sur ce plan de relance? Est-ce qu'ils ont été convaincus, déçus, ou est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Alors, plan d'urgence, c'est-à-dire les mesures d'urgence, mars-avril, prêt garanti de l'État, évidemment activité partielle. 65% des dirigeants nous disent que ça a été une réponse tout à fait adéquate. Les acteurs publics ont été au rendez-vous, l'État a été au rendez-vous. Que 65%. 65%. On pourrait imaginer tout le monde non, mais sur le plan d'urgence, parce que il y a pas mal. Juger l'État, des dirigeants qui jugent l'État positivement, c'est vrai. 65%, c'est un score assez positif, Gaël. 35% sur le plan de relance. En fait, c'est la deuxième séquence. Le plan de relance, c'est un plan, on a bien compris, c'est un plan d'investissement et de transformation. C'est plus un plan de financement et de sauvegarde et de sauvetage. Et donc là, 35% ont un avis positif. Ça veut dire que ce plan de relance, il n'est pas rejeté, parce qu'il a une très grosse composante immobilière, peut-être 10 ou 12 milliards d'euros immédiats, peut-être 35 milliards d'euros sur le long terme, sont destinés à la rénovation énergétique des bâtiments, à la rénovation générale des bâtiments publics, à la formation professionnelle, très attendue aussi par les dirigeants.
mais il pose des questions sur sa lisibilité, sur le timing en fait des fonds et des moyens qui sont consacrés à relancer l'activité en France. Donc un peu plus d'interrogations, de scepticisme sur l'effet du plan de relance. Je dirais, pour pas faire de jeu de mots, mais entre l'urgence et la relance, il y a la reprise. Je pense que ce qu'on ressent fortement dans toutes nos interactions, dans nos métiers au quotidien, et dans cette enquête, c'est l'envie de sortir assez rapidement en 2021 de cette situation d'incertitude, d'émotion, de questionnement, notamment sur le télétravail, dont on parlera sans doute, qui embrouille un tout petit peu et empêche, d'une certaine manière, la capacité à reprendre rapidement l'activité. Alors justement, oui Bertrand. Et avec un point de fixation sur peut-être cette déception, qui est le logement. Je pense que, notamment dans les zones tendues, on se rend bien compte que le problème du logement est absolument premier. Et que dans ce plan de relance, il n'y a probablement pas assez pour le logement neuf. Alors, c'est une double critique, d'abord parce qu'on sent qu'il y a un besoin très très fort. Et ensuite de ça, au niveau de l'allocation d'actifs, c'est probablement l'actif qui est le moins fragile dans des périodes difficiles. Et donc tout devrait converger pour qu'on fasse plus de logements. Et donc dans les critiques que l'on sent, pourquoi vous ne faites pas plus pour le logement ? Et ça, je pense qu'on peut s'y associer en tant que professionnel. Je crois que si dans ce plan de relance, il pouvait y avoir un volet plus consistant sur le logement neuf, ça serait vraiment, à tout point de vue, très bénéfique. On a raté le choc d'offres qui était promis au début de la nouvelle mandature. On est en train de rater la relance sur le logement, là, si je comprends bien, alors que les investisseurs institutionnels reviennent et sont prêts à fléchir. Oui, c'est un peu l'aberration de cela, parce que en fait, effectivement, les liquidités sont là pour se porter sur cette classe d'actifs, et on aimerait faire plus de conversions aussi, par exemple. Dans des zones où peut-être il y a trop de bureaux, on parle de télétravail, il y a peut-être des zones où justement il faut plus de mixité, c'est ce qu'on entend partout et ce qu'on voudrait faire en tant qu'investisseur, et qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire, parce que trop de contraintes, parce que pas assez d'incitation à pouvoir faire de la conversion ou du logement neuf. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que les liquidités sont là pour être déployées sur cette classe d'actifs. On y reviendra sur le logement. J'ai un autre débat sur le logement, donc je ne voudrais pas faire le débat avant le débat. Là, je voudrais qu'on se projette en 2021 sur les anticipations des dirigeants. D'abord, quel est le moral chez Ardian ? Et puis, j'ai envie de poser la question sur quel est le moral dans la filière. Mais d'abord, chez Ardian. Chez Ardian, il est plutôt positif, parce que nous, on a un portefeuille de bureaux, mais on a un portefeuille de bureaux qui est extrêmement qualitatif, c'est-à-dire en termes de localisation très proche des transports, et on a vraiment mis en œuvre depuis quelques années une stratégie d'aller contrer l'obsolescence et de pousser les standards, de faire des immeubles avec beaucoup de services. Et on va dire que c'est vraiment ce qu'on observe chez les locataires. On a fait récemment des locations avec des grands locataires, et on ressent vraiment ce besoin de flexibilité, de services. Voilà, on dit tous que le bureau n'est plus le bureau, mais c'est un lieu social, etc. Nous, on l'expérimente au quotidien, parce que quand on regarde nos projets et quand on regarde les besoins des utilisateurs, effectivement, c'est ça qu'ils veulent rechercher, c'est ça qu'ils recherchent, c'est ce mouvement. Donc le moral, on va dire, dans cet environnement un peu anxiogène, chez nous, il est plutôt positif. Néanmoins, on a aussi pas mal de liquidités qu'on n'a pas déployées au cours des derniers mois, en raison des incertitudes. Et on ressent quand même un environnement quand même anxiogène, mais à mon sens, il y a la période sanitaire, crise sanitaire, vaccin, on a besoin de confiance et de visibilité, parce que autrement, on ressent quand même que il y a, je le disais, beaucoup de liquidités qui sont présentes. Il y a eu des politiques monétaires expansionnistes, les grands investisseurs, les fonds de pension, les investisseurs du monde entier sont prêts, je pense, mais il faut de la confiance, il faut de la visibilité, et pour ça, il faut qu'on entre dans une ère post-épidémique, parce qu'on est tous un peu traumatisés de ce qui se passe. Surtout Le vaccin, là. Le vaccin, mais le vaccin il faut la piqûre, oui. Il faut la faire, parce que certains ne veulent pas la faire, on ne sait pas à quelle vitesse, etc. Et puis ce stop and go, confinement, pas confinement, on finit la deuxième vague, on parle de la troisième, donc
c'est très difficile pour les investisseurs de se projeter sur 2021 tant qu'on n'aura pas une meilleure visibilité. Mais moi, je suis assez confiante sur l'après parce qu'il y a quand même des conditions qui sont réunies pour que la liquidité soit là et qu'elle se porte pour participer à justement les évolutions qu'on est en train de vivre, qui sont majeures quand même dans l'immobilier et dans la société. Il y a ce qu'on appelle de la poudre sèche, là, si je comprends bien. Il y a encore du capital à déployer, mais les anticipations d'un retour à la normale de l'activité, c'est vrai qu'on a parlé de 2021 et puis tous les 6 mois, on repousse de 6 mois. C'est ça. Marc, oui, c'est ce qu'on ressent dans tous les secteurs. Cette année, j'ai vécu et animé des équipes qui se sont beaucoup investies sur les plans de relance d'autres secteurs, dans le tourisme, dans la culture, qui est vraiment un secteur très en crise, l'automobile, l'aéronautique. Vous voyez, on a passé une année assez rock'n'roll. L'immobilier est celui de ces secteurs qui me semble le plus allé vers l'avant, le plus en bascule avant. Il y a beaucoup d'incertitudes que Stéphanie et Bertrand ont bien identifiées, ont bien vécues, ou mal vécues, mais en tout cas qui sont très clairement le déblocage du logement, le déblocage de la confiance, de l'investissement, les dépenses des ménages, une façon peut-être aussi d'en profiter pour simplifier notre réglementation. On a un baromètre qui est beaucoup plus positif que celui de ces autres secteurs. 54% des dirigeants qu'on a interrogés début octobre nous disent qu'ils voient une perspective positive pour 2021 et le reste, c'est pas de perspective positive. Je ne suis pas capable de vous dire de quoi l'avenir sera fait ou 2022, voire 2023. Donc on a quand même un sentiment que d'abord c'est une population de bâtisseurs, de créateurs, de gens qui sont habitués à se battre en forte compétition les uns avec les autres. Et je le redis, s'il y avait un seul signe d'inquiétude, et je pense que l'ensemble de l'industrie de l'immobilier de la ville, la Fondation Palladio et tous les acteurs qui travaillent, qui réfléchissent ensemble, qui agissent ensemble, c'est plutôt auprès des TPE, voire des micro-entreprises qui forment 80 ou 85% des acteurs du secteur. Je le redis, les archis, les sociétés d'expertise, des petites sociétés de facility management qui sont aujourd'hui dans des situations non pas d'incertitude, mais de vraie crise, de cash, de carnet de commandes. Ils peuvent tenir 2021 ? Avec les mesures à la prolongation des mesures d'urgence, oui, il y a moyen de tenir si on a relativement réduit ses frais fixes, mais il y a une limite. Et puis à un moment, ces bouées de sauvetage, cet oxygène d'État, d'abord il va falloir qu'on le rembourse et qu'on le rémunère, mais il va s'arrêter. Donc c'est cette transition entre une période un peu en apesanteur aujourd'hui, qui est absolument indispensable, et la période normale de reprise, probablement courant du premier semestre 2021, elle peut être assez difficile à vivre, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Si je reviens juste sur la stratégie et la feuille de route de Ardian pour 2021, est-ce que vous maintenez toujours votre confiance sur le bureau ? Est-ce que vous allez explorer d'autres typologies d'actifs ? On a parlé de santé, on a parlé énormément de logement. Est-ce que vous irez dessus ? Nous, on a une assez forte conviction que le bureau n'est pas terminé, n'est pas mort, mais en revanche, il est en pleine évolution et qu'on participe à cette évolution. Et quand on parle de bureau, on parle aussi de mixité d'usage, c'est-à-dire que quand on parle de conversion, on peut faire du bureau, mais on peut faire aussi autre chose. Mais on a cette conviction que justement les évolutions de consommation de mètres carrés et justement d'accélération d'obsolescence va créer des opportunités justement de s'adapter. On a un parc en France qui est extrêmement obsolète déjà avant de parler de toutes ces évolutions sociétales et toutes ces évolutions de télétravail. Il l'est encore plus aujourd'hui, donc on pense qu'il y a beaucoup à faire. En revanche, évidemment, il y a des problématiques de localisation, d'accès au transport et de mixité en termes de... on ne fait pas que des bureaux, on fait aussi des bureaux avec autre chose et on ne construit plus les bureaux comme on le faisait auparavant. Et ça, c'est un processus qui est en cours. Personne n'a vraiment la réponse sur ce qu'il faut exactement, mais ce qu'on sait, c'est qu'on construit des lieux pour qu'il y ait un sens quand les gens viennent au bureau, que ce soit plus juste des postes de travail, mais que ce soit un lieu dans lequel les gens se retrouvent. C'est un processus qui avait été entamé avant oui, tout la à crise fait. sanitaire, qui est accéléré par la crise pour vous ?
C'est accéléré nécessairement parce qu'il y a une accélération du télétravail et une expérimentation de ce que c'était que les outils et l'organisation du travail. Ça accélère aussi les modes de management nécessairement, puisqu'on travaille à distance, on travaille en présentiel. Et si on veut travailler à distance, il faut aussi pouvoir avoir des espaces qui sont beaucoup plus flexibles. Et donc ça impose à la fois de raisonner sur combien d'espaces on a besoin, combien d'espaces de service et comment on va les utiliser. Et tout ça fait qu'effectivement, cette expérimentation vient accélérer, mais c'est quand même une tendance qu'on voit depuis un certain nombre d'années. On vit quand même une assez grande évolution, ou révolution, je ne sais pas, mais on vit quelque chose d'assez important depuis un certain temps, qu'on va continuer à... Parce qu'on a des cycles longs, ça ne va pas changer en 6 mois, mais c'est une chance quand même d'avoir cette accélération avec une expérimentation à grande échelle comme ça qu'on a tous vécu. C'est l'un des 3 défis d'ailleurs qui a été relevé par les dirigeants de la filière quand vous les interrogez sur du plus long terme. J'aimerais qu'on y revienne, Bertrand, sur effectivement l'immobilier pour accompagner les mutations sociétales, l'immobilier levier pour la transition écologique et environnementale, et puis l'immobilier pilier de la relance économique. Si on peut un petit peu brosser ces 3 défis, et puis j'aimerais aussi avoir votre réaction. Bertrand. Mais ces 3 défis, moi je les regarde avec une certaine confiance. D'abord parce que je pense qu'il y a, on le sent, il y a un immense besoin, il y a une pression qui s'exerce sur la construction de la ville qui est considérable. Ce qui est en train de changer, il faut partir de là, c'est l'homme. C'est-à-dire nos modes de travail, nos modes relationnels sont en train d'évoluer. On a basculé, et le Covid a été un accélérateur, on a basculé dans un monde nouveau. Et ce monde nouveau, il va profondément impacter le tissu urbain. Et donc, le travail est gigantesque à faire. Ou bien on va réussir nos villes, ou bien on ne va pas les réussir. Et donc, on sent très bien qu'au niveau du logement, au niveau de l'évolution des bureaux, du commerce, etc., il y a tout à faire. Il y a tout à faire pour accompagner ces désirs qui naissent et qui sont liés au nouvel environnement, à la fois écologique, technologique, et qu'il faut que nous avons envie de vivre autrement. Ça, c'est une tendance très lourde, très forte, qui porte tout notre secteur. Et de l'autre côté, il y a un autre élément qui me donne confiance, qui est l'énergie de ce secteur. Je suis frappé toujours de voir à quel point l'acte de construire attire les énergies. Il y a dans ce secteur, il y a une dynamique interne, il y a des tempéraments forts, il y a la volonté d'aller au bout de ce que l'on fait. Ce qui me frappe, regardez, la rapidité avec laquelle les chantiers se sont rouverts. L'énergie qu'il a fallu mettre pour reprendre l'activité. On a envie de terminer nos immeubles, on a envie de continuer, on a envie de produire. Bon. Et donc, il y a une énergie intrinsèque à l'acte de construire. Voilà. Et donc, si on arrive à rapprocher ces 2 éléments-là, on a 2 éléments de forte confiance. Ce qui me permet d'être optimiste, c'est la prise de conscience très rapide et très forte des acteurs de l'industrie immobilière qu'ils ont une responsabilité sociétale. C'est-à-dire que non seulement ils veulent construire, mais ils veulent accompagner, ils veulent anticiper l'émergence de ces besoins que l'on sent. Et je crois que le nœud de la réussite va être un nouveau mode relationnel entre les pouvoirs publics dans leur ensemble, c'est-à-dire ceux qui délivrent l'autorisation de construire, la société elle-même, c'est-à-dire les urbains, qui très souvent s'opposent à l'acte de construire, et les industriels de la ville. Si on arrive à, avoir un regard différent entre ces 3 principaux acteurs, les éléments sont là pour qu'on puisse aller véritablement vers une transformation urbaine. Aujourd'hui, ils ne se comprennent pas, ces 3 acteurs. Ils ne parlent pas la même langue, ils ont des intérêts opposés. On a parlé des municipales qui avaient un petit peu gelé tous les permis de construire. Il y a eu quand même une forte poussée, en tout cas dans les grandes métropoles, de programmes politiques qui voulaient simplement geler, arrêter les constructions ou les limiter. Je pense qu'il n'y a pas encore conscience d'un intérêt commun. Vous savez, ça se construit lentement. On a mis une grosse décennie à faire émerger l'idée qu'il y avait déjà une industrie qui était tous les acteurs de l'industrie immobilière. Ça, c'est un fait, c'est acquis, et l'étude qui a été faite par EY l'atteste, le montre. Il faut qu'on passe à un stade ultérieur. C'est-à-dire que cet acte de construire est un acte commun et qu'il doit être regardé positivement à la fois par notre industrie, et je crois qu'elle le fait, par les pouvoirs publics
et par l'ensemble, disons, des forces vives du corps urbain. Si on arrive à faire ça, eh bien, il y a dans cette industrie une capacité à porter la relance, à créer de l'activité et à entraîner le développement. Un constat que vous partagez sur ces défis ? Oui, je le partage et je partage aussi la confiance que nous donne Bertrand et qu'il ressent. C'est-à-dire que on a maintenant une vraie industrie qui travaille et qui réfléchit ensemble. Et je pense qu'il est très utile dans le moment que nous vivons, ces grandes transformations, ces transformations du quotidien, grandes et petites transformations se produisent. On n'est pas juste dans une transformation du travail, c'est aussi des modes d'habitation, c'est le transport, la façon dont l'urbanisme, qui a jusqu'à présent plutôt profité aux grandes métropoles, peut aussi se desserrer sur les villes moyennes et les petites villes, et peut-être ensemble, ce nouveau tissu urbain se fabriquer. Les solutions, elles sont d'abord et avant tout parmi ces 10% de l'économie française, 11% exactement, qui ont les solutions techniques, technologiques, qui comprennent leurs clients, leurs consommateurs, qui savent comment ça se fabrique derrière. Donc c'est de l'innovation concrète. Il faut inventer des nouveaux espaces de travail, c'est chez les archis, les space planners, c'est chez les promoteurs qui ont une expérience en France et à l'international que ça va se produire. C'est d'abord de l'innovation. Et je voudrais attirer aussi notre attention sur le fait que ça va faire de l'emploi aussi tout ça. Parce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est à 2 ans, à 10 ans. À 2 ans, c'est près de 300 000 emplois qui peuvent être créés par l'ensemble de la filière. Donc oui, il y a un petit coup d'arrêt, un ralentissement, une prudence des acteurs de la filière. Il y a une très grande envie des jeunes, pas seulement dans les métiers ou dans les formations très spécifiques de l'immobilier, mais à la fac, dans les BTS, dans les grandes écoles, pour venir faire de la ville. Mais dans les métiers techniques de la rénovation énergétique, près de 300 000 emplois, je crois qu'on ne peut pas s'en passer en ce moment. Donc il faut vraiment porter beaucoup plus notre attention sur ce qu'elle peut faire, sur ce que l'industrie de la ville, les dirigeants, les collaborateurs peuvent faire pour relancer l'économie française. Stéphanie, peut-être juste un focus sur la transition écologique, environnementale, parce que on y est, c'est l'urgence. Effectivement, le plan de relance a prévu la rénovation énergétique et notamment sur une grosse enveloppe sur les bâtiments publics. On a vu qu'il y a eu énormément de demandes, donc on voit bien qu'il y a le décret tertiaire, on voit bien qu'il y a la stratégie bas carbone et la nouvelle réglementation RE 2020. J'adore toujours les sigles, ce pays est fantastique. Comment vous regardez ça, vous, sur l'urgence environnementale? C'est le passage, c'est l'action, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tous les investisseurs intègrent, de manière assez naturelle, parce que c'est une urgence que l'on vit tous à titre de personnes et donc oui, je pense que c'est plus un sujet théorique, c'est plus un sujet tabou non plus, c'est un sujet qu'on intègre et c'est un sujet qui est vecteur d'une formidable transformation et d'opportunités de construction, de rénovation, de penser la ville autrement et je dois dire une chose par rapport à ça et par rapport aux défis technologiques aussi, d'innovation, que tout ça converge vers le fait que nos métiers deviennent beaucoup plus complexes et beaucoup plus opérationnels. Et je pense que parmi les jeunes aussi, il y a... moi, je me souviens quand j'étais encore plus jeune, j'avais cette vision de l'immobilier qui était beaucoup plus long terme, beaucoup plus... moins complexe qu'elle ne l'est en réalité et qu'elle ne le sera demain. Et je pense que ça, c'est... extrêmement passionnant pour les générations à venir de se dire que il faut intégrer tellement de données, y compris le digital, y compris la façon dont on vit tous les jours, et que l'immobilier est là un peu pour construire notre environnement de vie, et que quelque part on participe à quelque chose d'incroyable. Donc je pense vraiment que ça, je suis d'accord avec Bertrand sur le fait que c'est quelque chose d'extrêmement vecteur de, je pense, d'attractivité des jeunes. C'est compris par les jeunes, ça ? C'est perçu? Vous sentez quand vous parlez dans votre entourage Moi, je m'occupe d'un master. L'année dernière, j'étais marraine d'un master, donc je les ai un petit peu côtoyés. Oui, on sent beaucoup de passion. On sent aussi beaucoup d'envie et ça va pas assez vite.
Voilà, Ah je oui. pense. Et ça va pas assez vite pour les raisons qu'on décrit, c'est-à-dire on n'a pas les autorisations assez vite quand on a une idée, alors que dans des mondes un peu plus purement technologiques, IT, quand on veut faire quelque chose, on y va. Et, voilà. Et il faut que l'immobilier ne rate pas ce virage et qu'on ait justement... voilà, il faut les outils, il faut que les politiques aident aussi et soient beaucoup plus incitatifs, parce que sinon ce sera trop lent et on ratera tout ça et on n'aura pas les villes qu'on mérite, quoi. Voilà. Ça reste une filière d'avenir ou pas, Bertrand? Ah, évidemment, évidemment. Et vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose d'heureux dans cette pause qui nous est imposée. Hein. C'est que on se rend bien compte des changements qui sont devant nous. Et à certains moments, il faut s'arrêter pour réfléchir. Parce que le problème de l'immobilier, c'est que quand on construit, on introduit de la rigidité, par définition. C'est de la structure que l'on fait. Alors si on n'a pas bien réfléchi avant de le faire, on risque d'être rapidement décalé. Ça s'appelle l'obsolescence, d'ailleurs. Bon. Et donc, je trouve que ce qui se passe en ce moment est très passionnant, parce qu'on est capable de faire l'analyse des enjeux. L'enjeu climatique, il est considérable. L'enjeu de la qualité de l'air, l'enjeu de le respect de la nature, l'enjeu de la biodiversité. Et on se rend bien compte que tout ceci arrive à un moment où on était obligé de réfléchir. Et donc, on va l'intégrer dans nos immeubles. Hein. Je crois qu'il y a là véritablement des raisons de regarder de façon positive l'avenir. Cette industrie, elle a la capacité. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est l'élan. C'est-à-dire que si cette industrie qui est en marche est contrainte de s'arrêter pour des raisons économiques, après ça, redémarrer, c'est très très lourd, parce que c'est une industrie lourde. Hein. Mais si au contraire, on s'appuie sur la dynamique interne à cette activité, et que l'on sait qu'elle est en train de prendre conscience de sa responsabilité sociétale, et ça, c'est très heureux. Eh bien, redémarrons, allons-y, appuyons-nous sur elle pour aller de l'avant. Et ben voilà, ça c'est le mot de la fin. Ça c'est de l'optimisme. Merci beaucoup pour ce premier débat, grand débat du CIMI un peu virtuel. Mais vous avez bien compris, nous sommes en crise, un petit état de choc, et j'ai hâte d'avoir la 6e édition du Panorama de la ville et de l'immobilier. Messieurs, dames, merci beaucoup, et puis on se retrouve très vite. Au revoir. Merci.